je voulais le frapper si fort qu'il ne se battrait plus jamais. » Ces mots, George Foreman les a prononcés, chargés d'un écho de rage lointaine, en revivant la nuit où il affronta l'indomptable Muhammad Ali. Mais ce qui débuta comme l'une des confrontations les plus volcaniques de l'histoire de la boxe, incandescente de haine et de pure volonté, se mua, au fil du temps, en une épopée inattendue d'amitié, de respect mutuel et de rédemption profonde. Avant de nous quitter, Foreman a livré une ultime vérité, bouleversante, au sujet d'Ali. Une vérité si intime, si puissante, que peu l'auraient soupçonné. Quelle fut cette confession ultime de George Foreman sur l'homme qu'il avait un jour terrassé, et comment ce duel mythique les a-t-il ciselés pour l'éternité? Embarquez avec nous, à la découverte de ces confidences murmurées par Foreman, juste avant que le monde ne le perde, sur l'homme qui fut à la fois son plus grand rival et son frère d'âme. Le monde a retenu son souffle ce vendredi 21 mars, quand une onde de choc a traversé les continents. George Foreman, le titan des poids lourds, s'était éteint à l'âge de 76 ans. La confirmation est venue d'un message déchirant, porté par les réseaux sociaux, où l'image de Big George, patriarche entouré de sa descendance, embrassait un adieu silencieux. « Nos cœurs sont brisés », débutait le communiqué. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès paisible de notre bien-aimé George Edward Foreman Sr., parti entouré des siens, le 21 mars 2025. Pour des millions d'admirateurs, de chaque génération, cette perte fut ressentie comme intime. Il n'était pas qu'un nom gravé au panthéon de la boxe, il était l'incarnation de la résilience, la preuve vivante qu'une seconde chance peut réécrire une destinée. Son parcours, bien au-delà des cordes du ring, avait illuminé des existences. Né en 1949, à Marshall, Texas, l'enfance de George Foreman fut un combat permanent, une lutte acharnée contre la précarité et les dangers des rues de Houston. La boxe, qu'il embrassa d'abord comme une armure pour les rics de quartier, devint son sanctuaire, son salut. À seulement 19 ans, le monde découvrait sa force brute aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, où il s'empara de l'or, éblouissant par sa puissance implacable. Sa transition vers l'arène professionnelle fut un ouragan. En 1973, il démantela Joe Frazier, s'érigeant champion incontesté des poids lourds. Ses poings, des marteaux, semaient la terreur, lui forgeant la réputation d'un destructeur sans pitié, l'un des cogneurs les plus redoutables jamais vus. L'influence de Foreman, cependant, dépassa le simple cadre des rings. Son génie s'exprima aussi dans l'entreprise, transformant une simple idée, le célèbre George Foreman Grill, en un empire de plus de 100 millions d'unités vendues à travers le monde. Son charme, son humour, sa sincérité, le rendirent cher au cœur du public, tandis que son invention révolutionnait les cuisines. Au moment de sa mort, sa fortune était estimée à plus de 300 millions de dollars, preuve éclatante d'un génie qui transcendait le sport pour embrasser le monde des affaires. Pourtant, il resta l'homme humble, toujours enclin à attribuer ses vraies richesses à sa foi inébranlable, à l'amour de sa famille, et aux leçons amères tirées de ses plus cuisantes défaites. À l'annonce de son départ, un raz-de-marée d'hommages déferla. Athlètes, artistes, hommes politiques saluèrent non seulement ses exploits colossaux, mais surtout son humanité profonde. La légende de la NBA, Scottie Pippen, écrivit « Ton héritage perdure, champion ». Bob Arum, le promoteur de boxe, salua « l'un des plus grands cogneurs et l'une des plus grandes personnalités que ce sport ait jamais connues ». Jim Lampley, son complice de toujours à la télévision, submergé par l'émotion, déclara « C'était un grand boxeur, mais un être humain encore bien plus grand. Chaque bonne chose qui lui est arrivée, il l'a amplement méritée. » La cause officielle de son décès n'a pas été divulguée, sa famille se contentant de ces mots poignants, parti paisiblement, entouré de ceux qui l'aimaient le plus. Son absence laisse un vide immense, non seulement dans le monde du sport, mais dans le cœur de ceux qui virent en lui l'incarnation d'un voyage, de jeune en difficulté à icône mondiale, de compétiteur acharné à prédicateur bienveillant, de champion à patriarche aimant. Sa vie fut une symphonie d'épreuves et de triomphes, de batailles livrées tant sur le ring qu'au plus profond de son âme. Et dans l'intimité de ses derniers jours, George Foreman murmura les dernières vérités sur Muhammad Ali, l'homme qu'il avait un jour vaincu, mais qui, paradoxalement, transforma sa vie à jamais. Le 30 octobre 1974, à Kinshasa, Zaïre, le monde retint son souffle. Le Rumble in the Jungle, un nom gravé dans les annales, fut bien plus qu'un simple combat de boxe. Ce fut un théâtre où se joua un drame universel. La stratégie contre la force brute, le cœur contre le muscle, la guerre psychologique comme arme ultime. Foreman, champion du monde invaincu, un colosse de 25 ans, était l'incarnation même de l'invincibilité. Il avait pulvérisé Frazier,
l'homme qui avait osé battre Ali en 2 rounds. Ken Norton, un autre titan qui avait donné du fil à retordre à Ali, s'était effondré sous ses coups en à peine 6 minutes. Foreman ne gagnait pas, il annihilait les légendes. Et le verdict semblait inéluctable, Ali serait le prochain. Mais le chemin vers le ring fut semé d'embûches inattendues. Pendant son entraînement au Zaïre, une coupure au-dessus de l'œil de Foreman força le report du match d'1 mois. Cette blessure, anodine en apparence, devint un cadeau inespéré pour Ali. Incapable de s'entraîner pleinement, Foreman fut contraint au repos. Il avoua plus tard que ce délai et cette coupure furent la meilleure chose qui pouvait arriver à Ali. Pendant que Foreman se tairait, Ali, lui, déployait une autre stratégie, la conquête des âmes. Il se fondit dans la foule zaïroise, conversa, charma, devint leur héros. Partout où Foreman passait, les chants assourdissants de « Ali Bomaye »« Ali tue-le » résonnaient. Le public avait choisi son champion, et ce n'était pas le titan invaincu. Ce basculement dans l'atmosphère, cette vague populaire en faveur d'Ali, allait jouer un rôle crucial dans le drame à venir. Le soir du combat, le stade vibrait d'une énergie électrique. Le monde entier était rivé sur cet événement, s'attendant à la domination habituelle de Foreman. Mais Ali avait tissé un plan machiavélique. Dès le premier coup de gong, il surprit Foreman avec une rafale de coups rapides et précis, des directs du droit inattendus qui ébranlèrent le colosse. Ces frappes initiales ne blessèrent pas Foreman, mais elles brisèrent son rythme, semant le doute. Au deuxième round, Ali dévoila son coup de génie, la rope-a-dope. Contre toute attente, il s'adossa aux cordes, invitant Foreman à déchaîner sa puissance. En absorbant les coups au corps, en déviant les frappes au visage avec ses bras et ses gants, Ali transforma la force de Foreman en poison. Round après round, Foreman frappait sans relâche, convaincu d'épuiser son adversaire. En réalité, il se vidait lui-même. La chaleur suffocante de la nuit africaine, l'effort colossal, commençait à siphonner ses forces. Ali, lui, plaçait des jabs et des crochets précis, des piqûres insidieuses. Ses provocations, des murmures sarcastiques, « c'est tout ce que tu as, George » frappaient plus fort que n'importe quel coup, faisant vaciller la confiance du champion. Le plan d'Ali se déroulait à la perfection. Au fil des rounds, les frappes de Foreman perdirent leur puissance dévastatrice, devenant désordonnées, inefficaces. Ali, toujours debout, toujours capable d'encaisser les coups au corps, gagna en audace. Il nargua ouvertement Foreman, plaçant des coups nets qui marquèrent son visage de bleu et de gonflement. La foule hurlait à chaque jab d'Ali, à chaque provocation, sentant le vent tourner. Au 8e round, Foreman était à bout de souffle, ses bras lourds, ses jambes flageolantes, ses coups lents, prévisibles. Ali sentit l'ouverture. Il bondit des cordes avec une symphonie de coups précis, un crochet gauche, un direct du droit à la mâchoire fit vaciller Foreman. Un dernier coup l'envoya au tapis, un moment qui s'étira au ralenti pour des millions de spectateurs. Pour la première fois de sa carrière, George Foreman était KO. Bien qu'il tentât de se relever, l'arbitre mit fin au supplice. Muhammad Ali fut déclaré vainqueur. Le Rumble in the Jungle fut un tremblement de terre spectaculaire, une leçon magistrale de stratégie et de force mentale. Ali avait absorbé la foudre de Foreman et l'avait retournée contre lui, transformant la puissance de son adversaire en sa propre faiblesse. Ce combat démontra au monde qu'Ali n'était pas seulement un grand boxeur, c'était un génie, un artiste du ring, capable d'endurer, de réfléchir sous la pression, et d'exécuter un plan que personne n'aurait cru possible. Sa victoire devint légendaire. Lorsque George Foreman s'effondra sur le ring, ce fut la fin de son règne, mais aussi l'aube d'un chemin long et douloureux de réflexion, de remords, et finalement, de rédemption. Immédiatement après le combat, Foreman chercha des explications, des boucs émissaires, la souplesse du tapis, le compte trop rapide de l'arbitre. Mais sous ces griefs se cachait une vérité bien plus sombre que son orgueil ne pouvait alors affronter, la dévastation psychologique que cette nuit lui avait infligée. Les provocations d'Ali, sa confiance inébranlable, sa stratégie inattendue, avaient planté des graines de doute qui le hantaient pendant des années. Pour la première fois, le destructeur invincible se sentit comme le méchant de l'histoire, conspué par une foule qui n'avait Dieu que pour Ali. Les clameurs de Kinshasa le firent se sentir étranger, un intrus dans un lieu où il pensait que ses points suffiraient. Ce sentiment d'isolement, de rejet, le suivit des décennies durant. Mais ce qui sidéra véritablement le monde ne se produisit pas sur le ring, mais des années plus tard, lorsque Foreman dévoila la vérité crue et troublante sur son état d'esprit pendant ce combat.
Dans une interview sans phare, il avoua l'inattendu, « Je ne voulais pas seulement gagner un match de boxe, je voulais le frapper si fort qu'il ne se battrait plus jamais. » Ces mots stupéfièrent les fans, brisant l'image du simple compétiteur acharné. Ils révélèrent un côté plus sombre, celui d'un jeune homme poussé par une rage destructrice, animé non seulement par le désir de vaincre, mais d'anéantir. Cette confession réécrivit l'histoire du combat, montrant qu'au-delà des apparences, se cachait une tempête émotionnelle dangereuse, un désir d'annihilation qui mena finalement Foreman à sa perte. Pendant des années, le monde avait célébré la transformation de Foreman, passé du cogneur redouté au prédicateur souriant, au vendeur de grilles, symbole de rédemption. Mais avec cet aveu, le monde entrevit le lourd fardeau qu'il avait porté, le secret de ce qui avait réellement habité son cœur cette nuit-là. Et pourtant, le temps, comme souvent, adoucit l'amertume. Le lien entre Foreman et Ali se transforma, passant de la rivalité féroce à une profonde amitié et un respect mutuel. L'homme qu'il avait voulu anéantir devint celui qui lui enseigna les plus précieuses leçons de sa vie, l'humilité, la patience, le pardon. Ils n'étaient plus des adversaires enfermés dans un combat sans fin, mais des frères qui avaient traversé l'épreuve ensemble. Cette transformation remarquable fut magnifiquement symbolisée lorsque Foreman aida un Ali affaibli à monter sur scène aux Oscars, lorsque le documentaire When We Were Kings, retraçant leur fameux combat, fut primé. Ce fut un moment qui montra le chemin parcouru, plus ennemis, mais alliés, unis par une histoire commune et une compréhension durement acquise. Foreman dira plus tard, « Nous sommes devenus les meilleurs amis, je l'aimais comme un frère. » La profondeur de leur lien toucha même leur famille. À la mort de Foreman, la fille d'Ali, Rashda, adressa un message de réconfort à la famille Foreman, « Ton papa est en train de boxer avec le mien au paradis. » Leurs enfants ressentirent eux aussi ce lien unique, lorsque, pour le 50e anniversaire du Rumble in the Jungle, les descendants d'Ali et de Foreman se réunirent non pas comme des héritiers de rivaux, mais comme une seule et même famille élargie, célébrant un héritage de respect, de pardon et d'amour né de cette nuit au Zaïre. Et dans le cœur même de Foreman, le combat qu'il avait autrefois hanté en vain a représenté bien plus qu'une défaite. Il comprit que ce revers n'était pas une malédiction, mais un tournant. Après sa chute face à Ali, Foreman vécut ce qu'il appela un éveil religieux si puissant qu'il l'amena à abandonner la boxe à seulement 28 ans. L'homme qui avait autrefois cherché à écraser ses adversaires sur le ring aspirait désormais à la paix, devenant prédicateur, homme de foi dédié à transmettre des messages de rédemption et d'espoir. Et lorsqu'il fit son retour sur les rings 10 ans plus tard, reconquérant finalement la ceinture des poids lourds dans l'un des plus grands retours de l'histoire du sport, il le fit en homme transformé, un homme que ne guidait plus la rage, mais une mission. Pourquoi le monde ne vit-il jamais de revanche entre Muhammad Ali et George Foreman après le Rumble in the Jungle? L'arène de la boxe retenait son souffle, attendant l'inévitable. Sur le papier, tout semblait cohérent. Ali venait de regagner sa couronne. Foreman, le cogneur redouté, devait vouloir sa revanche. Ali avait l'habitude des revanches, Liston, Frazier, Norton. Il n'avait jamais reculé. Pourtant, un Ali Foreman II ne vit jamais le jour. Pourquoi? Les raisons sont multiples, un entrelac de politique, d'orgueil, de stratégie et de démons intérieurs que les deux hommes portèrent bien après cette nuit du Zaïre. Juste après le Rumble, Ali ne se précipita pas vers l'adversaire le plus dangereux. Il affronta une série de rivaux respectables, mais qui ne représentaient pas la même menace que Foreman. Il y eut Chuck Wepner, l'outsider qui l'envoya au tapis et tint jusqu'au 15e round, inspirant le film Rocky. Viennent ensuite Ron Lyle, Jean-Pierre Copeman, Richard Dunn. Des défenses de titre, mais pas le choc espéré. De son côté, Foreman, après 15 mois de convalescence et de reconstruction, fit un retour fracassant. Son combat contre Ron Lyle fut une guerre absolue. Mis au tapis 2 fois, il revint pour terrasser Lyle au 5e round, un combat sacré, combat de l'année 1975 par The Ring Magazine. Foreman était de retour, et les appels à la revanche se firent plus pressants. Dans les coulisses, des discussions eurent lieu. Foreman raconta même qu'Ali l'appela directement avant le combat contre Lyle pour discuter des conditions d'une revanche. Mais un obstacle surgit. Ali exigea que Foreman reprenne Dick Sadler comme entraîneur. Foreman refusa catégoriquement. Sadler, jadis architecte de son ascension, était aussi, selon Foreman, l'homme responsable de la stratégie désastreuse au Zaïre, celui qui l'avait poussé à attaquer sans relâche, l'épuisant sans s'adapter au ropadob d'Ali. Pour lui, ramener Sadler était impensable, et ce refus, selon Foreman, referma la porte à jamais. Cette condition étrange alimenta les spéculations.
Ali manipulait-il les circonstances pour éviter un Foreman plus affûté, mieux préparé? Sadler, curieusement, s'était rapproché du clan Ali après le combat, alimentant les rumeurs d'une insistance calculée. Certains pensaient qu'Ali voyait en Sadler une sorte de garantie, un Foreman avec un nouveau plan et un entraîneur comme Gilles Clancy, qui travailla plus tard avec lui, aurait été un danger bien plus grand. Les choix d'Ali après le combat reflétaient aussi une autre réalité, l'épreuve physique que ce duel lui avait infligée. Le Rumble in the Jungle n'avait pas été une victoire facile. Ali avait encaissé de nombreux coups. Certains murmuraient, sans que cela soit jamais confirmé, qu'Ali avait uriné du sang après le combat, signe des dégâts internes causés par les frappes au corps de Foreman. Ce coup physique, combiné à l'épuisant Tria in Manila contre Frazier, sembla pousser Ali vers des défenses de titre moins risquées. Il n'avait pas besoin de Foreman pour consolider sa légende, il l'avait déjà battu de façon spectaculaire. Pourquoi tout risquer face à un Foreman regonflé, alors que le public se contentait de son triomphe acquis? Foreman, lui aussi, menait ses propres luttes intérieures. La cicatrice psychologique de sa défaite face à Ali était plus profonde que n'importe quel chaos. Cette nuit au Zaïre brisa son image de destructeur invincible. La défaite le bouleversa au point qu'il avoua plus tard s'être demandé s'il souhaitait vraiment recroiser Ali sur un ring. Dans des moments de franchise, il parla de ce coup au corps qui le plia en deux, de ce regard de douleur qu'Ali lui lança, et pourtant, Ali continua. Foreman reconnut que, malgré son envie de revanche, une part de lui doutait d'en avoir véritablement le désir, conscient du courage et de la volonté qu'Ali avait démontré. Lorsque Foreman perdit finalement contre Jimmy Young en 1977, lors d'un combat exténuant et déroutant, ce fut la goutte d'eau. Cette défaite provoqua son départ soudain des rings et une décennie d'absence. Durant cette période, Foreman vécut une profonde transformation spirituelle, devenant pasteur. Quand il revint finalement sur les rings et reconquit la ceinture mondiale en 1994, Ali était depuis longtemps à la retraite, et l'occasion d'une revanche s'était transformée en légende. Alors, pourquoi n'y eut-il jamais de revanche entre Muhammad Ali et George Foreman? Ce ne fut pas une seule raison, mais un ensemble de facteurs interdépendants. Il y eut la stratégie d'Ali, peut-être guidée par la sagesse ou une saine crainte, conscient que le destin ne frappe pas deux fois au même endroit, et qu'un Foreman mieux préparé représenterait un danger bien plus grand. Il y eut les démons intérieurs de Foreman, son doute après la défaite, plus tard, son retrait complet du monde de la boxe pour trouver la paix. Il y eut la politique de l'époque, l'argent, les intérêts des promoteurs et les priorités d'Ali tournées vers d'autres rivalités. Même la fierté obstinée des deux hommes joua son rôle. La condition d'Ali concernant Sadler relevait autant de la tactique psychologique que de la négociation pure. Au final, les derniers mots de Foreman sur Muhammad Ali montrèrent que leur rivalité dépassait largement la victoire ou la défaite. Elle devint une histoire de respect mutuel et de fraternité. La revanche dont tant on rêvait n'eut jamais lieu, laissant les fans se demander à jamais si Ali et Foreman s'étaient retrouvés face à face une seconde fois, qui aurait gagné. Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Pensez-vous qu'une revanche aurait eu lieu si Foreman n'avait pas refusé Sadler? Et surtout, quelle est la vérité la plus marquante que George Foreman nous a laissée sur Muhammad Ali? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres moments inoubliables de l'histoire de la boxe et de la vie de ces légendes.